Nouvelle édition du CIRA News pour cette journée de mardi 27 janvier sur le CIRA 2015. 3 finales de concours se sont déroulées hier sur ce salon et nous allons donc féliciter pour commencer tous les lauréats, à commencer par ceux qui ont remporté, le pays qui a remporté, aux grandes dames de la France d'ailleurs, la Coupe du Monde de la pâtisserie. Ce sont nos amis italiens et nos voisins italiens, une équipe de 3 personnes que l'on félicite. Emanuele Folsene, Francesco Boccia et Fabrizio Donatone qui donc remportent la médaille d'or de cette Coupe du Monde de la pâtisserie, la médaille d'argent allant au Japon et celle de bronze aux États-Unis. La Coupe de France de la boulangerie est-elle remportée par Jean Jacob pour le pain? Là aussi, c'est une équipe. Chamsouline Basson pour les viennoiseries et Nicolas Julien Aure pour la pièce artistique. On termine dans nos félicitations par le championnat de France des arts gourmands. Il est remporté par le CFA de Groisy, avec là encore une équipe de 3 personnes. Félix Foissard pour la pâtisserie, Timothée Lavrieux pour la chocolaterie et Aurélie Colonclair pour la glacerie. À chaque CIRA News, un chiffre, 2700, c'est le chiffre du jour. 2700, c'est le nombre de personnes qui se sont réunies sur les gradins. Quand je dis réunies, je pourrais quasiment dire bousculées sur les gradins du Bocuse d'Or qui a démarré à 9 h. Voilà, 2700 personnes ont souhaité assister au premier moment des épreuves de ce Bocuse d'Or. Forcément, nous croisons tous les doigts pour que la France sorte une nouvelle fois vainqueur pour cette édition 2015. Le parcours des experts, chaque jour, on vous propose d'aller visiter ce salon du CIRA en fonction de vos impératifs. Vous allez donc trouver des petits dépliants à l'entrée de ce salon. Entrée principale, ce n'est pas bien compliqué. Il y a un grand porte-documents mauve où vous allez pouvoir choisir les parcours qui vous intéressent et aller droit au but en visitant exclusivement les stands qui pourront vous apporter les informations nécessaires à votre activité. Aujourd'hui, je vous propose de sélectionner parmi ces parcours experts le développement durable, le bio, les produits d'origine France et l'épicerie fine. Le programme du jour, ou devrais-je peut-être dire les programmes du jour, tant il y a d'événements à suivre aujourd'hui. 2 événements majeurs, je vous en ai parlé avec le chiffre du jour, le Bocuse d'Or. C'est l'événement de ce salon sur l'espace des chefs jusqu'à 18 h aujourd'hui. Suite des épreuves demain. Unique journée pour le CIRA World Cuisine Summit, c'est le CIRA mondial de la tendance alimentaire. Vous allez pouvoir découvrir ce qui se passe à travers le monde. Et quand je dis ce qui se passe, ce que vous mangez partout dans le monde et ce que nous mangerons demain en France et en Europe. C'est avec Frédéric Loeb et toute son équipe et tous ses invités sur l'espace Tendance Pain. Un concours dont nous allons parler un peu plus en détail dans un instant, c'est le concours Gargantua qui se déroulera sur l'espace Cuisine en Scène à partir de 13h15. À partir de 15 h à la Maison de la Pâtisserie, le 11e championnat européen du sucre tiré. Et sur l'espace Café Chaud, la finale du Coffee and Good Spirit entre 13 h et 17 h. C'est Tiffany Conroy qui vous en parlera tout à l'heure dans la prochaine édition du CIRA News. On va passer la parole à Gaël Solaire qui est à mes côtés. Bonjour Gaël. Bonjour. Le concours du Gargantua, c'est vous? Oui. Vous êtes le président de ce concours. Tout à fait. On commence par les bases. À qui s'adresse ce concours? Quels sont les professionnels de la restauration collective, puisqu'il s'agit de cela, qui vont pouvoir s'y inscrire? Voilà. Alors, exactement, ce sont des cuisiniers de collectivités en gestion directe. Donc, le concours en fait se décompose sur 8 régions. Et voilà, qui s'étale sur 2 ans. La finale se déroule donc au CIRA aujourd'hui. Voilà. Donc 8 candidats sélectionnés, 8 candidats par sélectionnés région sur 2 ans qui se sont écoulés. Sur 2 ans. Voilà. Donc c'est des chefs qui viennent faire voir leur savoir-faire, qui sortent un petit peu de leur cuisine pour se mettre en avant, pour faire voir qu'ils ont des pratiques, des maîtrises, malgré du talent bien sûr. Malgré un petit peu les inconvénients de tous les processus de la restauration collective, c'est-à-dire maîtrise de l'hygiène, des budgets, des coûts assez bas au niveau des coûts de revient. Mais ils sont vraiment là pour cuisiner, pour donner du plaisir à nos convives, ce qui est important surtout dans certains milieux comme le milieu hospitalier, le milieu social, tout ça. Voilà, donc là aujourd'hui, ils sont vraiment... Si je peux me permettre un résumé rapide, Gaël Solaire,
ce concours est aussi un moyen de valoriser un métier qui est parfois un petit peu égratigné, cette cuisine de collectivité, d'hôpital, de cantine. Aujourd'hui, on est en train de se dire, ce sont de vrais cuisiniers qui travaillent avec des vrais produits frais au quotidien, qui souhaitent donner et qui ont quelque part comme mission de donner du plaisir aux gens parfois malades. On parlait des hôpitaux, avec aussi des contraintes énormes, l'hygiène, le temps, le coût matière, etc., etc. Alors, cet après-midi, ils vont montrer ce qu'ils savent faire sur 2 épreuves, un plat, un dessert. Exactement. Donc sur le plat, cette année, ils ont eu comme thème une épaule de veau entière sur une pâte, voilà, qu'ils vont pouvoir déstructurer, faire comme ils veulent. C'est justement, on a choisi cette pièce pour vraiment que le cuisinier sorte sa créativité personnelle. Parce que là, il y a un travail de boucherie. Hein, il y a un travail de boucherie, mais on est toujours quand même sur la base du métier de cuisinier. C'est-à-dire que quand on est apprenti, on apprend à désosser des gigots, des choses comme ça. Et c'est vraiment pour faire voir que sur la cuisine collective, on arrive à travailler des produits pareils. Et le dessert? Le dessert, ils sont sur un royal chocolat avec un glaçage miroir chocolat. Donc là, un petit peu de technique. Donc on va passer du cuisinier, on va dire du boucher au cuisinier pour terminer par la pâtisserie. Par la pâtisserie. Il va falloir qu'il soit fort. Rendez-vous donc à partir de 13h15 sur l'espace de cuisine en scène pour applaudir et encourager ces cuisiniers de collectivité donc pour le concours du Gargantua. Merci Gaël Solaire, je rappelle que vous êtes le président de ce concours. Merci. Karine Tessandier, c'est à vous de jouer. Bonjour amis visiteurs du salon, soyez les bienvenus ici à Eurexpo pour ce CIRA 2015 et puis sur internet, soyez les bienvenus également sur le www.cira-tv.com. Alors aujourd'hui, eh bien, on assiste à une très belle journée, des débats riches puisque ce matin, nous avons reçu ici même sur ce plateau Georges Blanc, Laurent Petit nous ont parlé de l'évolution du travail des chefs, de l'évolution de la gastronomie. Nous avons évoqué le snacking en boulangerie ainsi que l'innovation alimentaire dans un moment. Thomas Keller sera également notre invité pour une interview en anglais avec Tiffany Conroy. Et puis hier, vous l'avez vu, la Coupe du Monde de la pâtisserie s'est clôturée avec la victoire de l'Italie. Et pour cela, et à cette occasion, eh bien, je recevrai un chef italien ici pour une démonstration de cuisine. À mon avis, on va faire des pâtes avec Denis Imbrosi qui est le sous-chef du Jules Vergne, restaurant de la Tour Eiffel. Voilà, on se régalera avec lui et puis bien d'autres débats et animations ici même sur ce plateau. Pour l'heure, eh bien, c'est notre rendez-vous désormais quotidien avec l'espace concours. On l'a vu au tout début de ce CIRA, l'International Catering Cup. On a rejoint en duplex Joël Mauvigné, son président fondateur. Nous avons également hier retrouvé Vincent Ferniaud sur cet espace concours pour la Coupe du Monde de pâtisserie. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le Bocuse d'Or. Ça y est, le plus prestigieux concours de cuisine au monde, eh bien, reprend du service, si j'ose dire. Et nous allons tout de suite prendre la direction de cet espace concours pour retrouver Vincent Ferniaud, toujours en excellente compagnie, avec Angela May. Bonjour à vous, les amis. Bonjour, bonjour Karine, on est en duplex sur CIRA TV, ça c'est pas cool ça? Mais c'est génial! Mais c'est cool, c'est super, on est content et je suis avec Georges Blanc et Régis Marcon, Karine. Écoute, c'est formidable, on a discuté ce matin sur la Web TV avec Georges Blanc pendant un bon quart d'heure de l'évolution du travail des chefs, mais je n'ai encore pas eu l'occasion de saluer Régis Marcon. Régis, tu entends Karine qui te salue sur CIRA TV. Voilà, parce que moi j'ai l'oreillette, toi tu l'as pas. Mais toi tu marches par télépathie, Régis. Qu'est-ce qu'on fait pas, hein. Alors, avec Régis, on n'a pas besoin de s'entendre pour se comprendre, tu sais bien. Exactement, suffit de se voir. Vincent, raconte-moi un petit peu ce qui se passe, car ça y est, le Bocuse d'Or reprend du service. Tu as quoi, une douzaine d'équipes là, sous ton nez? Écoute Machoute, là c'est parti quoi, hein. Ouais. On peut dire que depuis ce matin à l'aube, les cuisiniers qui sont présents dans les 12 cuisines de cette première journée du Bocuse d'Or, ils travaillent d'arrache-pied, aidés par leurs commis, pour mettre en œuvre
2 produits exceptionnels et tellement régionaux en plus. On en parlait avec Régis à l'instant, que sont la pintade de la Drôme et la truite Fario. Là, on a vraiment de la chance parce que parfois on s'est un peu éloigné de nos belles contrées avec les produits qui étaient choisis. Là, on retourne dans le terroir à fond. Oui, oui. Moi, ce qui me plaît dans ce concours, c'est que c'est vraiment l'alliance de l'art et de la technique qui fait la différence. Alors, l'alliance de l'art, tu as raison de parler d'art. Je préfère artisanat d'art. Artisanat d'art, très bien. Oui, oui. Parce qu'il y a le côté reproductible des recettes quand même qui transforment l'art en artisanat. Parce qu'il faut pouvoir manger tous les jours de qualité, retrouver dans l'assiette ce qu'il y avait la veille et que ce soit quand même qu'il y ait un suivi. C'est pas chaque assiette n'est pas une création. Enfin, je veux dire, c'est un débat de sémantique. Calmons-nous, bien entendu, ma chère Karine. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qu'ils mettent en œuvre ici, ce sont des techniques qui ont été éprouvées, qui ont été travaillées pendant des mois, voire des années. Et c'est un travail harassant parce que chaque jour, il faut refaire les mêmes recettes jusqu'à la perfection absolue. C'est là qu'on reconnaît ces grands cuisiniers qui sont présents derrière nous. Oui. Vincent, je vois autour de toi vraiment toute une effervescence entre, bien sûr, les chefs, l'équipe technique, les candidats. Est-ce que les supporters sont là? Parce que ça, je ne vois pas. Alors, regarde, là, on a quelques Anglais qui sont là. Ah oui, quand même. Ah oui. Englishman, can we hear your horns? Très bien. Et les Français, ils sont là aussi? Non, les Français, ils dansent. Les Français, on les entend. Ah, quand même. Voilà. Quand même. Ah oui, un petit peu. Et alors, de l'autre côté, ça va être une bataille de trompettes aujourd'hui. Ça va être hallucinant. J'adore. Alors, pour l'instant, les Islandais, ils ont mis en veilleuse. Oui. Mais quand les Islandais vont se réveiller, ça va faire très mal. Oui, parce que ces hommes du froid, c'est un peu comme des diesels. Quand le moteur est froid, ça fait pas de bruit. Et puis après, ils montent en puissance. Et quand ils sont bien chauds, alors là, on les tient plus. C'est un peu comme ça que ça marche. Très bien, Vincent. Écoutez, je suis rassurée, je vous laisse en bonne compagnie et je viendrai vous faire un petit coucou tout à l'heure. Les premiers envois de place, c'est cet après-midi? Oui, absolument. On va commencer la première dégustation vers 13h. D'accord. Attention, Karine. Si tu viens ici, préviens quand même. Parce qu'ils sont très chauds et quand ils vont te voir, ils vont se déchaîner. Je les connais. Bien. Merci à vous tous et puis à tout à l'heure, Vincent. Et bisous à Angela. Oui, Angela qui est là. Angela, viens. Hi, how are you? It's a little crowded out here today at the Vaucluse store, and it's wild over here. Voilà. Thank you, Angela. See you later. Ça marche. Allez, voilà, à tout bientôt. Nous allons parler désormais de l'innovation alimentaire en restauration. Comment? Pourquoi? On va tout vous dire. L'innovation alimentaire en restauration, écoutez, vaste sujet. On a assisté d'ailleurs à de très belles choses ici même sur ce plateau télé. Je suis ravie de vous avoir tous. C'est une belle table ronde ce matin, menée de main de maître par Encarna. Bravo, soyez la bienvenue. Vous êtes journaliste à Néo Restauration. Et donc, avec nos invités, on va parler de cette innovation alimentaire. Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer par présenter Sophie. On va donner l'honneur aux dames. Sophie Palandre, consultante en développement de l'innovation chez Isara. Très bien. À vos côtés, Jean-François Istin, président de NDMAX System. À ma droite, Monsieur Bloin, François Bloin, journaliste, dirigeant fondateur de Food Service Vision. Et puis enfin, Charles Darbonne, PDG de Darégal. Soyez les bienvenus à tous. Je crois, Ankara, qu'on va commencer par les résultats d'une enquête. Alors en fait, Néo Restauration avec le CIRA a organisé une enquête sur notre site internet où le thème était l'innovation. Donc on a pris quelques petites choses, comme donc les résultats ont révélé que pour 51 d'entre vous, les professionnels, pensent que cette innovation se traduira avant tout dans les concepts. Encore plus si vous êtes fournisseur. Et contre 48% dans les assiettes. Un facteur qui est plébiscité par la restauration collective. Ou alors, cette innovation, elle se traduira pour 35% des professionnels dans la politique tarifaire. Et puis, en fait, on a appris à la question sur quoi se focalisera cette innovation ou les innovations. Pour 59% d'entre vous, elle se concentrera sur l'adaptation à la crise. Et pour 42% sur le gain de temps.
sur la sécurité alimentaire pour 32% et bien sûr sur le développement durable, thème d'actualité. Bien sûr. Donc pour en savoir plus, je propose à François Bloin, qui a décrypté les tendances du CIRA, de nous voir sur quoi portent les grandes innovations. Alors, pour répondre à ce que pensent les professionnels, on a décrypté les 350 nouveaux produits lancés au CIRA et essayé de les classifier. Ce qui apparaît, vous pourrez le voir dans l'espace innovation qui est juste derrière, pour ceux qui seront présents au CIRA. On retrouve bien sûr le plaisir, on retrouve bien sûr le bien-être et on retrouve bien sûr ce qu'on a appelé le support optimal. Alors qu'est-ce qui bouge dans ce CIRA ? Plus de la moitié des innovations portent sur le plaisir encore, et ça c'est pas une nouveauté, tant mieux. Je vois la gourmande Karine qui sourit, ça va bien. Deuxième tendance, et dans ce plaisir, qu'est-ce qui est marquant cette année ? On va voir du plaisir du côté de l'excellence, des produits qui marquent l'origine de plus en plus précisément, comme par exemple le coq noir avec du yuzu de Kochi. C'est plus le yuzu, c'est le yuzu de Kochi. On imagine comment il a été récolté. Oui. Dans ces tendances aussi, on va voir la gourmandise décomplexée avec des produits de plus en plus gourmands, du XXL, du fish and chips, de l'américain, du burger. Voilà. Et puis on va avoir des sensations inattendues. Tout à l'heure, Charles nous montrera un exemple, donc je lui laisserai illustrer cette tendance. Du côté du support optimal, c'est un tiers des innovations. Ce qui change cette année, et c'est vraiment, on voit la réponse à la demande des consommateurs, c'est des produits qui ne remplacent pas le chef, mais qui simplement l'aident à faire son métier, lui facilitent son travail. Ça va être par exemple des planchas grillés qui permettent de récupérer les graisses beaucoup plus facilement. Ça va être par exemple des crèmes mélangées au mascarpone qui permettent au chef de gagner du temps sur la préparation, mais c'est bien lui qui fait la pâtisserie derrière. Voilà. Et puis bien sûr le verre. Le verre, c'est la tendance qui monte sur ce CIRA. On est passé de 15 à 22% des innovations quand même. Et dans ce qu'on a appelé le verre et le bien-être de manière générale, on va avoir d'un côté tout ce qui est développement durable, des emballages recyclables, compostables, une bonne nouvelle pour l'industrie du snacking. Et puis, on ne peut pas terminer sans parler des produits sans, parce que cette année, c'est le CIRA du sang, les sans allergènes et surtout le sans gluten que vous verrez un petit peu partout. Voilà, dit très brièvement les quelques tendances, on pourra y revenir après. Je pense qu'on peut peut-être illustrer, parce qu'on parle de tendance, il y a aussi les produits frais, naturels, peut-être par Darégal, qui a lancé un produit qui vient d'être récompensé au CIRA pour l'innovation. Donc nous, c'est vrai, notre but dans la vie, c'est de récolter la meilleure herbe aromatique au monde et après de pouvoir la donner au chef de la façon la plus simple possible. Donc là, on rebalance par rapport à toutes les tendances qui viennent d'être données. Donc le plaisir, mais aussi vraiment le verre et surtout la tendance. Quand on disait 100, ça marche aussi pour quand on donne vraiment 100% naturel. C'est aussi justement sans OGM, sans gluten, sans toutes ces choses où justement les consommateurs n'en veulent plus et les chefs non plus. Et donc nous, c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, sur comment faire. Je fais l'effet carambar, attention. Je suis venu avec un petit produit. Bravo. Il en a plein les poches. Hein. Alors, j'en ai deux autres, mais on va garder que le verre, puisque justement on parlait du verre. Et avant, quand on disait, nous on vend de l'herbe, bon, c'est vrai qu'on faisait toujours sourire. Maintenant, de plus en plus, on nous prend au sérieux, parce que justement cette petite herbe aromatique qui ne représente que 2-3% du plat, c'est ça qui fait toute la beauté du plat. C'est vraiment ça qui met le plat en valeur. Donc si en plus on arrive à le faire d'une façon naturelle et bénéfique pour vous, c'est vrai que là on est complètement gagnant. Et à l'ère des nouvelles technologies, je pense que M. Istrin a des choses à dire. Il a lancé quelque chose qui risque d'intéresser beaucoup de professionnels. Oui, nous, auparavant j'étais brasseur artisanal, donc ça c'est une tendance aussi qui existe dans le domaine des liquides. Et avec une petite équipe, j'ai lancé un projet qui consiste à développer une table à liquide dans laquelle on glisse des fûts écologiques. La machine reconnaît les fûts automatiquement et ensuite c'est le consommateur qui se sert tout seul. Et toute l'information remonte dans le cloud et donc on peut triturer cette information pour offrir des services aux consommateurs. Donc c'est assez, comme on dit dans le domaine de l'innovation, disruptif. Ça change vraiment les choses dans le domaine liquide du bar, de la discothèque, du restaurant. Et on est convaincu qu'il y aura des acteurs qui vont développer des concepts exclusifs autour de nos tables à liquide qui sont exposés. On a eu aussi le Grand Prix, donc. Voilà, et c'est basé sur les technologies de l'information. C'est un exemple, le bar connecté, mais c'est vrai que la technologie de l'information peut rentrer aussi sur les menus, par exemple. On pourrait faire un jour des cartes interactives en fonction de ce qui reste dans les réserves. Voilà, des choses de plus en plus connectées. Nous, c'est ce qu'on fait.
Je voulais passer aussi la parole à mademoiselle Sophie Palambre, parce qu'en fait, vous avez une mission très particulière au sein de votre institution. J'aimerais que vous expliquiez un petit peu, je crois que vous accompagnez les professionnels quand justement ils veulent lancer un produit. Alors comment vous travaillez? Quelles sont leurs priorités d'ailleurs, leurs axes? Donc nous travaillons essentiellement avec des industriels et également des porteurs de projets, donc des projets innovants qui sont en phase de création d'entreprise. Et donc nous sommes là pour les accompagner dans cette démarche de développement. À la fois la validation du concept et ensuite la mise au point du produit, donc à un stade semi-industriel et industriel par la suite. Donc effectivement, les tendances actuelles sont plutôt très axées sur le verre. Donc comme il y a un projet là qui est actuellement porté par deux jeunes qui s'appellent Ici et Là. Donc c'est la valorisation en fait de légumineuses. Donc pour justement en fait diminuer la consommation de viande au profit de lentilles et pois chiches par exemple. Et il y a d'autres tendances fortes? Alors le sans gluten également ressort. On a accompagné des entreprises sur ces thématiques-là. Et puis également le côté santé reste quand même aussi intéressant. Je voulais savoir pour Darégal, quand vous avez mis au point ce produit, est-ce qu'il y avait des attentes? Est-ce que la demande venait du professionnel ou est-ce que c'est vous qui élaborez quelque chose? Comment ça se passe, une innovation comme ça? C'était une idée qui était dans la société depuis très très longtemps, mais en fait on n'était pas encore prêt pour lancer cette innovation. Parce que pour se dire tout d'un coup, nous ce qui nous fait vivre c'est l'herbe aromatique et pour en arriver à un coulis, c'est vrai qu'il fallait faire un jeu de jambes qui n'était pas obligatoirement évident pour toute la société. Mais tout d'un coup on a pris une nouvelle personne au R&D qui était un peu différente des types qu'on prenait d'habitude. Et elle est arrivée avec ses idées. On s'est lié avec Christian Desquer, un chef. Il y a une relation entre les deux qui s'est faite. Et là, ils ont sorti un produit où c'est vrai, ça a été au-delà de nos espérances. Parce que tout d'un coup, quand on goûte ce produit-là, on ressent exactement la même chose que quand vous mettez dans un champ. Et réussir à traduire le champ dans une petite bouteille de liquide, là, c'était vraiment excellent. Bon, c'est vrai qu'en fait, nous, on laisse maintenant les gens complètement faire. Avant, on avait des briefs très très bordés, on était très procédurier dans l'innovation. Maintenant, on leur dit, on vend de l'herbe, donc obligatoirement, ne vous prenez pas au sérieux. Évitez d'en fumer quand même. Ouais, non, c'est juste alimentaire, nous. Et c'est plutôt estragon, basilic, persil. Et on leur dit, maintenant, vous pouvez laissez-vous aller vers des terrains où on n'irait pas obligatoirement. Et au lieu de passer sur cette innovation qui est très une innovation française, une innovation baleine, où un grand temps de gestation, il y a une seule innovation au bout de très très longtemps. On fait plutôt une innovation moustique, où on en balance plein, et on regarde après par rapport au chef, par rapport au consommateur, ce qui marche bien. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus rigolo, parce que du coup, cette année, on a lancé une dizaine d'innovations, dont 6 qui ont été primées. 2, on a un boulot qui est super passionnant parce que tout d'un coup on se met tous à rigoler et surtout on arrive à discuter avec des gens comme vous. Donc en discutant avec des gens comme vous, on prend encore plus d'idées. Et donc au final, on a une innovation qui devient de plus en plus débordante et c'est comme ça que je pense qu'on y arrive. Et puis on écoute aussi un peu des gens de partout. Et, Ben oui. On peut peut-être vous demander, Monsieur Bloin, Food Service Vision, quelles sont les 2 innovations les plus marquantes puisque vous les avez toutes testées? Alors, toutes, on aimerait bien, mais malheureusement, il faudrait 2 mois dans ce salon pour tout tester. Alors, en tout cas, beaucoup. Outre celles qui sont présentes à cette table, je pense que le Coolies, comme NDMAC, sont bien des illustrateurs de ce qu'on voit en ce moment, cette convergence entre plusieurs territoires et un vrai service au chef. Mais comme disait Anne-Carna, c'est pas ou dans l'assiette ou dans le back-office, c'est les deux. Voilà. 2 illustrations qui incarnent particulièrement le Syrah. Les folions et cuir de légumes, parce que c'est 2 concepts inventés, l'une par une TPE et l'autre par un groupe structuré, qui sont vraiment comment on part de base légumes et on en fait des cuirs, des végétaux, c'est quasiment du drap, c'est magnifique et c'est comestible et c'est bon. Je vous invite à tester dans les 2 entreprises ces produits-là. Et puis dans un autre style, une innovation qui est vraiment une innovation food service au sens service rendu, de la dose en sauce faite par Soréal, qui vont être des lamelles de sauce, un peu comme de la mortadelle, mais cette sauce-là a la particularité de ne fondre qu'à la température de service du burger. Et ça, c'est une performance qui n'est pas inintéressante. Et en plus, c'est relativement bon là aussi. Donc on est dans du burger, on n'est pas dans la gastronomie, mais les cuirs de légumes, c'est plutôt côté gastronomie. Le burger, c'est plutôt côté mass market du food service. Et finalement, le Syrah, c'est un peu le croisement de toute cette restauration-là et sa variété.
Donc en fait, tous les segments de la restauration sont concernés par l'innovation, que ce soit la rapide qui prend beaucoup d'ampleur, que la gastronomie, sachant qu'il y a des produits qui peuvent s'adapter aux uns aux autres. Notamment, votre système, il s'adresse à tout le monde. Notre système s'adresse à tous les établissements RHD du monde. Voilà, je rêve d'en installer 1 million. Et là, dans ces cas-là, je ferai un chiffre d'affaires aussi important que Google. Mais bon, c'est vrai qu'on peut innover. Et d'ailleurs, vous parliez de céréales à l'instant. Ils sont venus nous voir pour voir comment on peut imaginer une fontaine à sauce qui ressemble à notre fontaine à boisson. Et vous-même ? Alors, moi, je voudrais juste rajouter un complément aussi, peut-être, dans un petit peu les tendances de fond qu'on pouvait voir. C'est la valorisation, en fait, du local. Et en fait, on constate au niveau industriel plutôt que nos partenaires, en fait, cherchent à valoriser le local et qu'il y a une grosse demande là-dessus. Et c'est ce que vous avez fait avec Darigal, sur, en fait, la valorisation des matières premières local dans la mesure du possible et vraiment retrouver un goût du bon, et c'est vraiment ça qu'attendent aussi les consommateurs, c'est d'avoir un bon produit, et c'est dans les tendances. Et puis c'est aussi un côté rassurant en fait. Les gens ont peur aujourd'hui de ce qu'ils mangent et donc on doit les rassurer là-dessus. Et c'est vrai que quand on a des agriculteurs, quand on s'occupe de la terre, des graines et ainsi de suite, il y a plein d'histoires en fait que les gens ne racontent pas. Et on les garde pour nous. Voilà, et les gens ont besoin de cette histoire, de savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ce qui a amené à ce produit en fait. Nous, notre machine à liquide, elle est particulièrement dédiée par exemple aux craft brewers, comme on dit. C'est vraiment la tendance de fond dans le domaine de la bière, un peu comme il y a eu dans le vin, un travail sur la qualité. Et il y en a déjà 600 en France, il y en a des dizaines de milliers dans le monde. Et du jour au lendemain, ils peuvent remplir nos fûts, les mettre dans la machine, et le consommateur peut dire, tiens, le mois suivant ou le lendemain, je voudrais avoir celle-là qui vient du Japon ou au contraire qui vient du village d'à côté. C'est vraiment la tendance du local et de l'information qu'on réussit à faire apparaître sur des écrans, sur des smartphones, sur des grands écrans. Et le Made in France, qu'en est-il ? Est-ce que ça perce? Le Made in France, c'est plutôt un label, une condition nécessaire, mais c'est clairement aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que sur le Made in France. Consommateurs attendent la transparence, on a fait des études là-dessus l'année dernière. Plus de 90% des consommateurs attendent en snacking comme en restauration simplement qu'on leur dise ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose. Ils attendent du local, ils attendent qu'on leur dise ce qu'on fait. Et donc, Made in France, c'est bien. Made in my village, c'est mieux. Et cueilli par le jardinier du coin, c'est encore mieux. C'est encore mieux si on peut. Avec la photo voilà, en du tout cas, producteur. c'est une partie de cette tendance-là qu'on a appelée Origine Excellence à nouveau. D'accord. Sur le Made in France, il faut faire attention parce qu'en fait, là, dans des tendances que vous développiez tout à l'heure, il y a une tendance quand même, c'est d'excellence. Moi, je peux vous faire le meilleur persil au monde en France. Mais si je veux vous faire le meilleur basilic au monde, il ne peut pas être en France. Tout simplement parce qu'il n'y a pas aussi bien l'eau que la terre, que le soleil nécessaire. Donc, par exemple, le basilic, si vous voulez le meilleur au monde, c'est plutôt en Espagne, en Andalousie. Si vous voulez le meilleur piment, ça va plutôt être en Amérique latine. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher l'excellence où elle se trouve. Dire Made in France et vouloir absolument protéger notre terroir français, c'est important. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'absurdité qui est de dire on veut tout en France alors qu'on ne va pas avoir les meilleurs produits. Et ce qui compte vraiment, c'est plutôt de montrer nos entreprises françaises où il y a beaucoup de créativité et ainsi de suite. Mais après, les produits, il faut les prendre à l'endroit où ils se sentent mieux, où ils se développent le mieux. Alors, vous parlez de qualité, mais on sait aussi que la qualité, c'est la phrase type qualité a un coût. Est-ce que les professionnels sont prêts à payer plus des produits plus qualitatifs? Parce qu'il y a toujours quand même le problème de joindre les deux bouts. Ça dépend aussi du consommateur, ce qu'il est prêt à avoir comme produit et à payer. Après, c'est vraiment une tendance de fond, certainement. Il y a pas mal d'industriels qui sont prêts à passer le gap et à se dire je maîtrise ma filière et je sais d'où vient mon produit. Pas tous systématiquement, effectivement, ça dépend des volumes qu'il y a derrière, mais ça devient vraiment une tendance de fond. Mais pardon de reprendre la parole, mais il y a la famille Hermès qui dit quelque chose de très très bien là-dessus. Elle dit nous ne sommes pas chers, nous sommes coûteux. Si on explique bien tout ce qu'on fait, nous, on peut vous montrer qu'on fait la variété, on choisit le terroir, on fait des machines qui vont récolter. Si on explique tout, on arrive à comprendre en fait pourquoi ça coûte 20% plus cher. Vous pouvez avoir un produit qui vient d'un autre pays très très lointain où on fait travailler les enfants et ainsi de suite. Ça coûte 20% moins cher, mais il y a des enfants qui travaillent. Donc ça dérange les gens. Si on leur explique bien vraiment tout ce qui se passe, et ben là, je pense qu'on arrive à vendre des produits justement coûteux et non pas chers.
Mais expliquer, ce qu'il faut c'est expliquer. Exactement, expliquer. Oui, puis de manière concrète, le marché de la restauration aujourd'hui est tellement large, c'est plus de 10 milliards de prises en France chaque année. Donc en fait, il n'y a pas une restauration, mais des restaurations. Vous allez chez certains chefs aujourd'hui, rien n'est jamais trop beau ou trop cher. Ce qui compte, c'est que ce soit spécifique et d'une extrême qualité à cuisiner. Et puis vous avez un autre type de restauration, on va dire de masse. Et cette restauration de masse, son enjeu, c'est quand même de respecter la capacité qu'ont les gens à dépenser et à payer. Et à nouveau, si on prend un chiffre pour finir et marquer, je sais qu'il y a eu des débats sur le développement durable. Si on se souvient que près de 30% des produits qui sont mis en marché dans l'univers de la restauration ne sont pas consommés parce que gaspillés tout au long de la chaîne de valeur, cette question du coup elle peut se traiter aussi par d'autres manières, par d'autres solutions, par des réflexions intelligentes et donc finalement rejoindre et le durable et l'économique. C'est d'ailleurs une tendance, hein, il y a des entreprises qui se spécialisent en fait sur l'anti-gaspillage finalement pour réduire les portions puisque finalement les gens ne mangent pas forcément tout. Et voilà. Donc ça c'était au présent, l'innovation, et demain François Demain. On sent déjà. Demain, il faudra venir dans 2 ans. Mais non, mais il y a déjà des. Vous-même, vous avez le vivier, vous décryptez depuis des années. Depuis 4 jours, les équipes chez nous arpentent le salon à la recherche justement des signaux faibles du Syrah dans 2 ans. Il y a 2 ans, on avait repéré le sans gluten qui à l'époque était tout petit, et là, vous voyez, il est partout. Donc, je pense que NDMAC est bien dans l'air du temps de ce qui va se passer demain. Passez voir. C'est pas encore tout à fait fini, hein, parce que votre histoire elle démarre, mais la connexion avec le consommateur et ce qu'on peut en faire, je pense qu'on est dans la préhistoire du sujet. Ça c'est vraiment sur, voilà. Ça serait un premier axe. Demain toujours côté produit, je pense que ce qu'on a appelé support optimal, c'est pas fini, parce que comment on simplifie les tâches les plus ingrates pour les chefs, mais on les laisse bien mettre de leur assiette, parce que c'est ça qui les intéresse aujourd'hui. Donc là il faut se promener dans les allées, repérer ça. La tendance origine excellence, elle va se poursuivre parce qu'elle est tellement lisible, mais c'est pas une nouveauté, c'est juste un déploiement. Et puis demain toujours, du côté du développement durable, des emballages compostables, des emballages recyclables. Là, on est au début, on est au début de l'histoire. Et or, l'industrie de la restauration met en marché des millions d'emballages chaque jour. Et elle a son mot à dire et son action à mener pour baisser son empreinte écologique de manière globale. Donc voilà, de mon point de vue, la connexion, le durable, puis l'excellence qui va continuer. On verra ça en 2017. Tout ça autour de la table. Je prends des notes et on vérifiera. On prend rendez-vous, Karine ? Avec plaisir, écoutez. Eh bien, merci à vous tous d'avoir été avec nous ce matin sur cette Web TV. Dans quelques minutes, Thomas Keller sera notre invité ici même pour une interview en anglais avec Tiffany Conroy. Mais juste avant, nous allons prendre la direction d'Intersuc. Nous allons prendre désormais la direction du village des métiers de bouche. C'est pas très loin d'ici. Je suis très heureux de vous accueillir sur le village des métiers de bouche. Le village des métiers de bouche qui regroupe l'ensemble des organisations professionnelles. Donc tous les artisans qui vous régalent tous les jours, les poissonniers, les crémiers fromagers, les bouchers, les charcutiers, les boulangers, je pense qu'on n'oublie personne, et l'UMI qui est aussi la restauration et l'hôtellerie. Aujourd'hui, on connaît le succès du Syrah.
C'est une vieille histoire qu'on est en train de raconter sur le village des métiers de bouche. Sur chaque édition du CIRA, on souhaite présenter des nouveaux thèmes à nos futurs clients, donc l'ensemble des professionnels des métiers de bouche. Cette année, on choisit le thème de l'accessibilité et du design. On a voulu, avec l'école de Condé, l'école de design de Condé, présenter différents projets autour de l'accessibilité et autour de nos métiers. Donc sont présents sur l'espace central de notre village des métiers de bouche 6 projets qui ont été réalisés par 6 jeunes designers, aussi bien sur des thématiques de l'accessibilité, de l'espace, de la matière. C'est un travail complet qui a été réalisé pour imaginer les magasins de demain. Alors l'histoire des métiers de bouche, c'est aussi une histoire d'hommes. Nos anciens ont commencé pour faire venir du monde à imaginer des concours qui étaient de petits concours entre eux pour montrer l'excellence et le savoir-faire des professionnels des métiers de bouche. Aujourd'hui, ces concours perdurent, ils se sont encore plus professionnalisés. Aujourd'hui, on a des concours nationaux et internationaux qui font venir énormément de monde et qui nous permettent d'écrire une nouvelle page de l'association des métiers de bouche, puisque chacun participe à l'excellence de ces métiers de l'artisanat. Alors sur le village des métiers de bouche, les professionnels ont voulu depuis 32 ans faire venir du monde. Ça c'était la première chose, faire connaître les métiers et l'excellence de nos métiers. Rien de mieux pour faire connaître l'excellence de nos métiers que de créer des concours. Ce ne sont pas moins de 10 concours qui sont organisés sur le CIRA cette année encore. Donc on a un public nombreux et on peut montrer l'excellence des métiers de l'artisanat que nous représentons. Eh bien, on vous attend nombreux maintenant sur le village des métiers de bouche. Tous les professionnels, on vous attend, on vous accueille pour venir nous rencontrer. On vous parlera évidemment de vos métiers, de l'avenir de vos métiers, de ce qu'on imagine pour vous. On va vous écouter et on va vous parler de formation parce que sans formation, il n'y aura pas de métier d'avenir. Donc on vous attend vraiment nombreux sur notre village. Eh bien voilà, nous y sommes. Thomas Keller est bel et bien arrivé sur ce plateau. Je peux vous dire que c'était moins, mais 4 secondes. On a 4 secondes de l'antenne, on allait faire un autre choix, mais en tout cas, il est là et on est très fiers qu'il soit avec nous aujourd'hui. Tiffany Conroy reçoit Thomas Keller. Well, today is the big day here at CIRA. 24 teams have battled through their national continental competitions to get here in Lyon for the Bocuse d'Or. It really has been quite a competition with the most promising chefs from across the world coming to Lyon to fight it out for that gold trophy. Well, of course, they're accompanied by their coaches, their mentors, and they're going to be judged by the creme de la creme of the world's gastronomic excellence, the best that they have to offer. And so it is with very great pleasure and an honor to introduce Chef Thomas Keller all the way from America. Thank you so much. I'm sorry the journey here took as long as almost the one from America. Yes, almost, but if you just hold the microphone close to your mouth, that'd be great. Thank so just tell me, you've had a 6-year association with the Bocuse d'Or now, is that right? How did you first become involved? Yes, it's interesting because in America we've been competing since the beginning of the Bocuse d'Or, obviously, and it wasn't until 2009 when we actually started to compete as a group. And so Jérôme Bocuse, Paul's son, Daniel Boulud, who's a very close friend of mine, also a chef in New York City, and myself created the Bocuse d'Or Foundation to support the U.S. team. So this is going to be our 4th competition, and we're very, very excited again this year to be here in Lyon and of course representing the U.S. And we all have great ties with Chef Paul Bocuse. How do you enjoy your role? It's a wonderful role. You know, to be the president of the American team, it's great. I get to be a judge, obviously, so I'm part of the jury, and I have to say that being part of that, those 24 judges, and seeing the young chefs work, I am so inspired by them. I mean, the courage that it takes, just that alone, not just, forget about the talent and the skill and the experience, just the courage to present to these 24 judges from around the world, and of course all of the people in the stands,
their work is extraordinary. And my hat's off to every single one of those teams that are competing today and tomorrow, because it really is it's a very amazing. Intense atmosphere in there, isn't it? With all the cheering and the horns going and the flag waving. It's very American in a way. Well, it depends on which country. You know, you have the cowbells if you're Swiss. You have horns if you're the French. The Japanese have their little batons that they bang together. So each country represents their in their own way. They're cheering. It's fabulous. It's grown so much just in the short time that I've been here. This is my fourth competition. I said it's grown so much in that time, and it's wonderful to see the world really embrace this competition and come here in great support of their teams. And of course, you've been helping the American team prepare. It's a very difficult time. They have to take an awful lot of hours and dedication, and then they turn up and there's all the noise. Do you think that they are as good as they can be when they get to the Bocuse d'Or? Well, they are. We've learned a lot in these past 7 years. A lot about training, a lot about focus, a lot about dedication and commitment. Certainly, we have that in our restaurant. And these young chefs come from our restaurants. This year, I'm particularly proud because Philippe Tessier and Skyler come from the French Laundry. So they've been training at home. They live in Yountville as well as myself, right next door to the restaurant. So they've been training at home. So it's really been good for them to be with their families, right across the street from from the U.S. Training Center. And we have a high level of confidence, but we always have a high level of confidence. But you never know. I mean, we're here. There's 23 other countries. They're bringing their A game. We're bringing our A game. By the end of tomorrow, we'll see who won. Exactly. I have to ask you, though, predominantly this is a male sport, if you like. All the chefs are men. Yeah. It's been a very, very long time since we've had a women competitor, let alone a female winner. What do you think the reason behind that is? It's a sport. The kitchen in the savory side has always been, or I shouldn't say always been, because it's recently been dominated by males. We see a lot of women in our pastry departments. It suits them better. They kind of make the choice. It's not about me as a chef deciding if you're a female you're going to go to work here, or if you're a male you're going to work there. It's really up to them. We've had some great success with a lot of females in our brigade, both in savory as well as in pastry. So it's something that they choose. And in terms of America's emergence into this very sort of competitive environment and your role as president of the Bocuse d'Or in America, American culture, the food traditions are so mixed because it's such a multicultural, multiracial nation. Right. Do you think there is an American twist that can be put on the Bocuse d'Or dish? Because I think they're looking for that, aren't they? The cultural They are, touch. and I think what we're looking for as judges is some regional complexities, something that represents the region that they come from. So, Philip being from Northern California in Napa Valley is trying to find something that is representative from our community in Northern California. And that has a lot to do with maybe the way the platters are designed, because there's a way to represent where you're from with that, as well as some of the ingredients. And when we think about America, historically we always thought about barbecue or fried chicken or hamburgers or things like this. And now we think about more like ingredients, and knowing that corn doesn't necessarily come from America, but it's a big part of American culture and American diet. So we're trying to use ingredients that are indicative of what somebody may think about America, whether it's corn or whether it's tomatoes or things like this, that would be very, very much represented by America. You have 2 3-star Michelin restaurants, Per Se and the French Laundry, one on one side of America and one on the other side, one in Manhattan and one in Yountville in California. What would you say are the lessons that you've learned as a chef and a businessman in building up those 2 restaurants and also your other businesses? Well, it's all about the team. I've always used the analogy of a sports franchise. Here in Europe, you may think of football. In America, I think of baseball. Making sure that we are, number one, we're hiring the right people to do the job. And those people, have to have a true dedication and desire to be chefs. And then, of course, we think about training, training them, giving them the right tools, the right education, the right knowledge, and the appropriate amount of time to learn their job. And then finally, it's about mentoring.
mentoring them not just in their job, but in their personal life as well, in their career, in their life, to make sure that they come out to be the person that they want to be. And if you do those three things correctly, and you've done a good job, they'll be better than you are. Otherwise, you haven't done a really good job. So we really look at those three as criteria: hiring somebody, training them, and mentoring them through the process. And from a personal point of view, would you say that there are mistakes that you made that you're now able to pass on, so that you're... There's so many mistakes I've made. But we learn from our mistakes. I mean, if we don't make mistakes, then we're not really learning. And the mistakes, I think, are the most critical part of success. What would you say would be one of the key lessons you learned? Well, you know, thinking that you can do everything yourself. You know, as a young person, you think, wow, you know, I'm invincible. I'll do all this myself. And in reality, you need people around you that are going to support your ideals, support your vision, and also support the work that you're doing through the work that they're doing. And you would need to surround yourself with those kinds of individuals. And in many ways, sometimes in different departments, with people that are smarter than you, have more knowledge than you are. You know, a restaurant's not just about a chef. You know, a restaurant has a lot of different departments, a lot of different aspects, a lot of different needs. And so we get a lot of the glory, but a lot of what happens in the restaurant doesn't always happen in the kitchen. A successful restaurant, I should say. Well, indeed. Clearly, you're the star. Now, we're talking about the restaurants and the French Laundry. Now, that's just about, it's undergoing renovation now after nearly 20 years. Yes. You know, restaurants and the food service has to keep reinventing itself to keep itself fresh and of interest to people. But what's going to happen? Are you excited about what's in prospect? Well, evolution's always been a big part of our culture. We've all continuously want to evolve and evolve in meaningful ways. And evolution happens in small steps. So you, as a guest, may not necessarily recognize them always, and so we're always in quest of evolution. And certainly at this time, there's a quantum leap. We have demolished all of the buildings surrounding the restaurant, the French Laundry, and redeveloping them. So we're building a new kitchen, and we're building a new auxiliary building where we'll house a new wine cellar, and of course our offices, and one of our preparation kitchens. So we're very excited about that. Well, I was going to say, it's taken nearly 20 years. Yes. Is it something that you've been wanting to do for the last 10? It's just a question of fitting it in with your busy schedule. Well, we're always, every year we do something with our restaurant, and to make it better physically. And so this has been a project that has been in concept and in work for the past 3 years. We just broke ground on December 27th, actually. So, yeah, it's changed already. It's really kind of heartbreaking or bittersweet to watch those buildings come down, because there's been so many memories that have been created in those buildings. Ambitious but very exciting for the future. And of course, you're still busy with all your other businesses, the Bouchon Bakery, the bar, you're publishing. You have a magazine that you publish, and Finesse. Tell me a little bit about that. Well, it's funny that you mentioned that, because it really, a lot of these ideas come from my colleagues that I work with. And there was a young woman who was our public relations director at the time, Christine Kiefer, who always wanted to write a newsletter. And I said, no, newsletters aren't really, they're not as meaningful as they should be. And she kept asking me, and one day I just said, Christine, if you want to do something, let's publish a magazine. And so that was the birth of Finesse. And she went off and worked on Finesse, and now it's in our 4th year. And do you have the final say? You, the editor-in-chief, that says, oh, no, I don't like that, strike that? Well, we have creative meetings, and we decide what the magazine, the concept of the magazine, the format of the magazine, the spirit of each issue, and then they really do the work. The staff really does the work, and they do a tremendous job. They all have other jobs, but they focus on Finesse twice a year. And then you're writing books in between as well? we haven't written a book in quite a while. So Bouchon Bakery was our last book, published 3 years ago. But on the bestsellers list, I understand. It was on the bestseller. Yeah. I have 5 books which have sold over 1.5 million copies in total. So we're very proud of our books as well. So let's just turn briefly then to the Bocuse d'Or, which has brought you here to France. And obviously over the years, the Scandinavians have somewhat dominated the top places, although it was they were pipped to the post by the French with Thibaut Rigori last year, time round. So how do you think, where does your team stand? Where's again, we're going to come with our A game, competing against 23 other countries. We hope to make the podium someplace this year. I mean, that's every cycle, every competition. We hope to get on the podium somewhere.
We have a very strong team in Philip and Skylar. We have great support behind them from not just their coaches, but everybody in America. Quickly explain the coaches? What I've seen them standing at the front. People will see them standing at the front of the kitchens. What are they doing? Well, the coaches. I mean, that's been a big part. They're there to keep them on track. Right now, I mean, the like game. A timekeeper to right, say well, you need to put the fish in, or you need to do the salt. The game plan's already done. They've already defined what they're going to do. They practice. So the coach is just there to make sure that at the moment, if they're getting off track, just to steer them back on. In the same way, you know, in a sports game, right? It's the same. Just steering them. They are the players. They're the professionals. They know what they're doing. They're going to accomplish it. The coach is just there to make sure that he's just you know, reminding them of that. And despite that buzz that's going on all around them, is it a question of they literally just mentally switch off and just concentrate on what they're doing? Absolutely, focus. We trained at the training center in America with high volume speakers with the soundtracks from the competitions here, so they got used to that. Oh, okay. Well, you had stuff blasting out at them? Yeah, stuff blasting out at them. Yeah, sure. Fantastic, fantastic. Yeah. Well, you must be very proud of how far they've come, and you're looking forward to hopefully seeing them on a podium. We hope so. We hope so, very much. Keep our fingers crossed. Mm-hmm. Go USA. And the final thing, what do you think will make the dish difference to the winning dish? Well, you know, I think that it's really basic fundamentals. When we think about what we as judges are looking for, first and foremost, it's about the flavor. We want to eat food that we want to take a second bite of, right? That compelling, you know, I want to taste a little more of that. We look at seasoning, we look at temperature. These are really important things. Composition are really important things. Presentation. Those are really the criteria that we're looking at when we're judging. Fantastic. Good. Well, Chef Keller, thank you so much for coming to us here in Lyon. We're absolutely delighted to have you and appreciate you joining us. And good luck, Team USA. Thank you. Go USA. And all the teams in the Go USA. On va vous retrouver, Tiffany, tout de suite pour votre Sierra News en anglais. Welcome to the Sierra News in English this Tuesday morning, and let's just start off with the Bocuse d'Or. We were talking just a few moments ago with Chef Thomas Keller from America about it, and we are expecting about 2,700 spectators in the stands over in the Espace de Chef. It's packed. As we were talking about, it's going to be noisy, so if you want to try and sneak in there and get some atmosphere, please hurry along and get your place there. Now, as with many great beginnings, like the Bocuse d'Or, we've also had some competitions that have concluded yesterday, and here are some of the results from Monday in the Coupe du Monde de Pâtisserie, the World Pastry Cup. Veni Vidi Vici, it was the Italians who came and conquered in the form of Emanuele Falconi, Francesco Boccia, and Fabrizio Donatoni. So well done to the Italians in the World Pastry Cup. In the Coupe de France de Boulangerie, we had a winner in the bread category by Jean Jacob. We also had a Danish pastry winner in the form of Shamsuddin Basson, and Nicolas Julien Or took the artistic piece. The French Championships for Des Arts Gourmands was the team from the Centre for the Formation of Apprentices, CFA de Goisy, and his team. Félix Froissart was the pastry winner. Timothée Lavrilliot was the chocolate winner, and a woman, hooray, Aurélie Colombe-Claire won in the glacé category, so well done to her too. Well now, as we always mention at this time, if you are coming into the main entrance and you want to make your visit just a little bit easier, there are colourful leaflets like this that you can pick up on your way in. There are 13 of these in all, and they are themed, and the idea is that they make your visit a bit easier by giving you a theme and identifying the stands that you can find quickly and easily. So for example, today we have sustainable development, organic products, French origin or delicatessen, but that's just a small sample of those that are available. For more tailored expert advice, a little bit more personal to you, today we're highlighting Pavilion Chic, who are experts at providing architectural and design advice with French advisors on interior design, and you can find them in Hall 6A78 and 6B78.
Also every day up on the mezzanine at Club Eurexpo, just above the main expert, is Business France, also known as Ubi France, which can help provide international buyers with some personal advice on where to go for the specific French product or service that you might be looking for. They can also arrange meetings for you with the exhibitors. Just go along. They're there every day on the mezzanine floor. And more information can also be found at Ubi France, that's ubifrance.fr. So on to the competitions today. Well, we've talked about the Bocuse d'Or, haven't we? It's in the Espace de Chef all day until 6 o'clock this evening in Hall 6. We also have the CIRA World Cuisine Summit, which has got underway this morning in the Bakery Trends area. This is a leading global event with some of the most famous names and decision makers taking part, looking at a better food service for a better life, looking at the food trends of the future. In the Hall 2.2, Cuisine on Stage, we have the Concours Gargantua, and that essentially is collective catering chefs who will be competing to provide the best main course and the best dessert, which I understand this year is chocolate. And that's taking on the Cuisine on Stage from 1:15 until 6 o'clock this afternoon. And the 11th European Championship in Sugar Art is also taking place in Maison de la Pâtissière until 3 o'clock, and that's in Hall 4. Now, we've talked about coffee most days, and I've been joined by Michael Macaulay, who's from the Specialist Coffee Association of Europe, because we're going to catch up on how things have been going over there. We've got a couple of winners, have we, from yesterday now? Yes, we have actually 3 winners for our 3 competitions that finished yesterday. The hall was totally packed with people. We did our World Brewers Cup competition, which is a slow coffee method of filtration. And we had Thomas Cassignac, who's French and has been living in London for the past 3 years, who is our new French champion. We had a World Latte Art champion who is also designated, who is Anthony Calvez from Café Richard in Paris. So we're really happy about that. And the sort of the Bocuse d'Or of coffee competition, which is the World Barista competition, we have a lovely lady, Charlotte Malaval, who is our new French barista champion, and will go to Seattle, Washington in April to represent France for this competition. That's fantastic. That's absolutely fantastic. Just the difference between a barista and somebody who does the Brewers Cup is what? Well, they're all called baristas, except that some of them specialize in espresso and some of them specialize in filter methods. And some of them, most of them, do both because they like coffee in every form. I think most households, certainly in France, have 2 coffee machines. They have the one that does your espresso and they have the one that does your filter. What's the difference in the types of coffee that you use and the way that those are produced? Yeah, certain origins, maybe with a lighter roast, we're going to feel the fruitiness of a coffee if it's done in a filter method. And we might want a darker roast, more Italian style, if we want a short espresso. So there's really a big difference in the flavor. We can use a single origin as espresso. It'll be totally different if we prepare it in filter coffee afterwards. So it's a matter of taste. You know, everyone likes the coffee they like. It's their favorite coffee. So this is to give everyone a choice and a way to do it. And when you're judging a barista, what are they being judged on? They're being judged, first of all, on what's in the cup. What's the flavor that what are they describing, and what do they deliver into the cup? Is it quality? Is it interesting? Is it complex or aromatic? We also judge on the way that they're able to explain to the judges and convey their passion, that they're an ambassador for coffee and they can represent France for the world and give a reputation to France the same as we have in wine and gastronomy. So. And of course, we are in a coffee revolution. I read somewhere that France hasn't been at the forefront of this in terms of has the association culturally with sitting in a cafe and drinking coffee and the conviviality of that. But actually, in terms of tastes and roasting, they're just catching up with some of the rest of the world. Absolutely. Most of the Nordic countries and even Australia are way ahead of us. And you wouldn't think that, and even America, you wouldn't think you'd have a good cup of coffee. But the barista culture there is much more developed. And for us, the SCA France, Specialty Coffee of Europe, has been like 8 years. We've been doing these competitions. And it's just like since the last 2 years, we start seeing a real difference in coffee bars opening up, the barista culture developing. So France is a forefront, and it's one of the 5
spotlight countries that is being watched right now. So I think in the next few years, France is going to catch up quicker than the others. I'm looking forward to it. Great. Well, one of the final competitions that you have over at Café Show, let's just allude to that. It's the Coffee and Good Spirits. Just tell us very briefly a little bit about that. Okay, the Coffee and Good Spirits is, in difference to the others, is no alcohol. This is mixing alcohol. It's to bring the barman to the barista culture, to bring them together and to put together the very inventive cocktails using coffee in every form available with alcohol and to have a really nice for the consumer interesting coffee cocktails. And that's growing, is it, in popularity, the idea of having alcohol with your coffee? We all have a little coffee and we might have a little digestif, but mixing the two effectively. There's not just Irish coffee. There's so many more things to do. So we're trying to develop that and also let barmen know that they can also learn how to make a good coffee, which is not always the case. So very briefly, can you just tell us in French also this afternoon what time it starts? Alors, ça commence à 13h. Et donc, Coffee and Good Spirits, nous avons 12 candidats jusqu'à 17h. Et là, ça va être vraiment la réunion entre les barman et les baristas. Et on va faire vraiment le plein. Et on fait goûter au public et tout ça pour toutes les créations. Michael McCauley, thank you so much indeed. Thank you very much. That's the English news for now. Merci beaucoup Tiffany. Écoutez, on va faire une petite pause en images avec les temps forts de la veille. Et Dieu sait qu'il s'en est passé des choses ici. La médaille de bronze va à États-Unis. USA! USA! Congratulations, you have won a bronze at the World Pastry Cup. La deuxième marche du podium. Le Japon.
On passe désormais à la restauration collective avec un thème vraiment d'actualité, les achats en circuit court. Il est méchant. Tu étais en grande forme. Allez, de retour sur le plateau de la Web super. TV Sira pour parler restauration collective. Alors forcément, qui dit restauration collective, ici, sur la Web TV, dit Laurent Terrasson. Ça, Voilà. c'est gentil. Ça, c'est dit, Attends, c'est il fait. n'y a pas que restauration collective, puisque Oui. on a aussi un invité qui propose des produits bio, locaux, au grand public. C'est ça, parce que vous avez une boutique. Mais vous prenez le micro, parce que ça ne va pas marcher. Oui, c'est mieux, oui. Là, ça commence très mal. Parce que là, le circuit court, c'est aussi en direct avec la bouche. Hein. Vous avez chacun un micro. Alors, on a 3 invités. Est-ce qu'on commence par les dames? Parce qu'il y a un côté, vous avez vu, en circuit court, on met les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Bravo, vous êtes très très bien organisés. On est Alors, fort. Maud, Maud, vous vous présentez le micro, s'il vous plaît. Mais ça... Alors, dites-nous, vous faites quoi, Maud? Donc moi, je suis chargée de mission restauration collective à Corabio. Corabio, C'est la coordination Rhône-Alpes de l'agriculture biologique. Donc c'est l'association des producteurs bio de Rhône-Alpes. Et alors, on a finalement Rhône-Alpes. C'est ici, c'est ça? C'est ici. Et je le on confirme. est allé chercher quelqu'un qui vient de l'autre côté. Tu prends le micro aussi. Antoine, tu peux te présenter? Oui, donc bonjour, donc, je suis Antoine Vergier d'Arbio Aquitaine, donc c'est à peu près la même chose que Maud à Corabio, mais version Aquitaine. Donc, D'accord. et toujours chargé de mission sur la restauration collective et l'introduction de produits bio en resto co. Et pour que nos invités là, qui sont là, tu sais, très nombreux, qui nous regardent, comprennent, on a quelqu'un qui va nous parler de, pas de restauration collective, mais comment les circuits courts peuvent être... Pardon, ça s'accroche. Comment les circuits courts peuvent en fait être proposés au grand public, c'est ça? C'est ça. Alors vous Moi, faites quoi? Je suis gérant d'une épicerie bio sur Lyon. 3 du petits coup, pois. 3 petits pois. 3 petits pois, c'est beau. Hein? C'est joli, ah, c'est j'adore. très très bien. Hein. Merci. Il est poète en fait aussi. C'est ça. Et du coup, nous, on propose des produits bio et au maximum en circuit court, donc en mettant un système d'étiquetage en place qui permette aux consommateurs de devenir consommateurs. Donc c'est un système qui permet de connaître la provenance du produit, sa labellisation bio, son volet social, etc. D'accord. Donc, alors, il est apparemment possible d'acheter des produits bio locaux, c'est ça? En Rhône-Alpes, c'est possible? Bah oui, en Rhône-Alpes, c'est possible. Comment faites-vous? Comment vous structurez ce marché? Comment vous êtes des magiciens? Non, on n'est pas des magiciens. C'est quelque chose qui met un petit bout de temps quand même, il faut le dire. Nous, ça fait 10 ans que la restauration collective en Rhône-Alpes, on accompagne la restauration collective en produits bio. Maud, elle a commencé à la maternelle, Voilà. vous savez, elle était persuadée, elle a dit, voilà, Voilà, je me suis 10 dit, ans c'est qu'elle ma y travaille. vocation. Ah non, mais... oui. Et en fait, au début, c'est vrai que c'était pas forcément très évident pour les restaurants qui voulaient s'approvisionner en produits bio locaux. Mais petit à petit, il y a une structuration de filière et notamment la mise en place d'outils logistiques qui facilitent le lien entre les producteurs et les restaurants collectifs. C'est les plateformes de producteurs. Les plateformes de producteurs. Voilà. Bon. Ouais. Plateforme, ça veut dire quoi? Et ben en fait, plateforme, ça veut dire que c'est un groupement de producteurs intéressés pour livrer la restauration collective qui se fédèrent et qui proposent donc un panel de produits assez variés dans la limite de ce qui est disponible en Rhône-Alpes, bien entendu. D'accord. En Aquitaine, ça se passe de la même manière? C'est comment est-ce qu'ils ont été exemplaires en Rhône-Alpes? Est-ce que vraiment c'était les seuls à faire ça? Non, ils sont forcément exemplaires. Après, nous, c'est vrai que... Il est gentil, Antoine, il est galant, magnifique. hein. Oh, oui, galant. non, très très bien. Donc en Aquitaine, oui, les démarches sont un peu similaires. Donc avec, pareil, en termes de structuration de filière, la création de structures économiques sur le territoire, avec une plateforme régionale qui a été mise en place et qui aujourd'hui va servir, on va dire, entre 25 et 30 appels d'offres par an, donc à peu près, on va dire, une centaine de restaurants uniquement sur la Gironde et à peu près autant reste en Aquitaine. Et après, avec différents groupes locaux d'agriculteurs qui se sont aussi fédérés pour répondre aux besoins de la restauration collective. Ouais, donc là, vous n'avez qu'une seule plateforme, c'est ça? Non, il y en a une régionale qui est uniquement sur les produits bio avec les opérateurs régionaux. Et après, localement, par territoire, il y a des agriculteurs qui se sont fédérés pour créer des plateformes de producteurs.
Voilà, donc il y a l'échelon régional et l'échelon locaux. Donc on parle beaucoup de plateformes. Est-ce que vous avez aussi une plateforme? Oui, on passe avec des plateformes. C'est génial. Moi, je n'avais pas prévu que les circuits courts nous amenaient sur la plateforme. On avance. C'est forcé. Après, c'est aussi une volonté des clients d'être le plus direct possible de plus en plus, d'avoir des produits qui soient de plus en plus locaux, de plus en plus de traçabilité en fait pour le c'est-à-dire consommateur. qu'en fait, les Français commencent à demander des produits identifiés, c'est Oui. ça? Parce qu'avant, Ouais. non, ils mangeaient n'importe quoi. Je n'irai pas jusqu'à là, mais c'était pas loin. Dites-le. Attendez. Non, c'est vrai que Mais c'est alors, un peu du coup, ça. est-ce que c'est moins cher? Parce que s'il y a moins d'intervenants, il y en a moins qui se sucrent au passage. C'est pas forcément moins cher. Oui, voilà. Parce qu'on ne peut pas concurrencer non plus des produits qui viennent de l'étranger avec des conditions sociales qui sont complètement différentes. Ouais. Après, c'est un geste citoyen, c'est un geste aussi de consommateur pour savoir ce qu'on mange. Et donc vous valorisez l'alimentation comme ça? Ouais. Les produits. Beaucoup. Ouais. C'est pas forcément bio en fait, trois Alors, petits pois. Nous, on est magasin qui est entièrement bio. D'accord. Voilà, c'est notre ligne de conduite. Après, on fait partie d'une coopérative qui s'appelle Grapp, qui a été créée il y a 2 ans sur le Rhône-Alpes, qui gère toute l'alimentation de proximité. D'accord. Et du coup, dedans, on a plusieurs magasins qui sont aussi des magasins de producteurs. Donc avec les producteurs qui vendent en direct, etc. Donc non, il n'y a pas que du bio. Nous, pour notre épicerie, c'est le cas, mais pour les autres épiceries, c'est pas forcément le cas. D'accord. Est-ce que c'est un marché en progression ou est-ce que c'est difficile de convaincre les consommateurs qu'il faut acheter Non, c'est absolument pas difficile. C'est un marché, pour le bio, c'est 8% chaque année d'augmentation. Voilà, de chiffres. Et pour le circuit court, là, c'est vraiment depuis 3 ans. C'est en gros boom. Alors après, il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau des collectivités, qui a permis justement aux gens de un peu désacraliser le circuit court et du coup de pouvoir se dire qu'on peut acheter en local, qu'on peut acheter directement au producteur et que c'est un peu plus cher, mais on s'y retrouve au niveau qualité. D'accord. Vous nous direz où passe l'argent, mais avant, est-ce qu'en restauration collective, en fait, c'est vraiment une demande de développer les circuits courts, les produits locaux? Oui, on se rend compte que, notamment pour tous les types de restaurants collectifs, et puis notamment nous, quand on arrive avec notre casquette bio pour présenter un peu l'accompagnement qu'on peut proposer. Elle est venue avec plein de casquettes Ouais. à nous offrir tout à l'heure. C'est génial. Ils sont d'une générosité. On est très généreux. C'est peut-être parce qu'ils C'est ont des marges. plateforme. Ouais, c'est l'effet plateforme. Et du coup, non, mais quand on arrive pour travailler avec les restaurants collectifs pour les accompagner à introduire des produits bio, on se rend compte que le premier mot, c'est nous, on veut bien du bio, mais on veut du bio local. Donc, pour les gens, de plus en plus, le bio, c'est avec le local, en restauration collective. Je ne sais pas si en Aquitaine, c'est ça, mais nous, en Rhône-Alpes, c'est ce dont on se rend compte, en fait. En Aquitaine, alors, elle te posait la question. Attends, c'est génial. Pour une fois, tu vois, j'ai pas à poser les questions. Donc, vas-y, Antoine, réponds, réagis. Ouais, en fait, sur l'Aquitaine, mais bon, c'est un peu partout pareil. Hein. Quand on accompagne un restaurant collectif là, par rapport aux questions sur les prix, etc., c'est un peu différent du système grand public parce que du coup, on travaille en appel d'offres et donc avec des collectivités du coup qui vont passer des marchés. Et l'accompagnement qui est mis en place, c'est pas uniquement un accompagnement sur le produit, parce que si on remplace un produit classique, conventionnel, distributeur par un produit local et bio, forcément les prix vont exploser. Après, l'objectif, c'est de travailler avec eux pour qu'ils adaptent leurs besoins en fonction de l'offre qui est disponible et qu'ils mettent en place un partenariat avec les producteurs qui correspondent à leur capacité de production. Appel d'offres, tu comprends, toi? Bah oui. Oh, ça va, t'es intelligente. Tu peux préciser c'est quoi un appel d'offres? Enfin, je sais pas, parce que la dame là-bas, elle me faisait les gros yeux. Enfin bon. Donc un appel d'offres, c'est lorsqu'une collectivité va acheter des denrées alimentaires ou va faire construire un nouveau collège ou un nouveau lycée, etc. Enfin, pour tous ces achats, vu que c'est un acheteur public, il doit passer à faire un appel d'offres, donc de faire une candidature, un appel à candidature plutôt par rapport à ses fournisseurs. Par exemple, j'ai besoin d'haricots verts bio. Voilà, exactement. Bah, du coup, je vais dire, alors soit je dis je veux des haricots verts. Et dans ce cas-là, les fournisseurs vont pouvoir donner n'importe quel type de haricots verts. Soit je dis je veux de haricots verts du Béarn, enfin du Béarn ils n'ont pas le droit, mais haricots verts maïs du Béarn qui est une variété. Et du coup là ça va être possible. Soit ils vont dire moi je... C'est pas possible à cause du code des marchés publics, c'est ça? Exactement, ce que ce que je suis en train de dire derrière et qui est quand même assez important, c'est que la notion de circuit court,
et compliqué avec les marchés publics. Et ça, tu accompagnes les acheteurs, c'est-à-dire le chef qui veut des produits locaux, tu lui dis c'est possible, on va vous aider à les acheter, à trouver. Exactement, voilà. Là, en Aquitaine, on a lancé une charte d'accompagnement des collectivités locales qui permet du coup d'accompagner les collectivités souhaitant développer leur approvisionnement en produits bio et en produits locaux, avec un volet marché public où on les accompagne à la rédaction des marchés, un volet plus de formation et de techniques culinaires, etc., et un volet plus sensibilisation auprès des convives sur leur expliquer le pourquoi on vient les embêter à mettre du bio et du local dans leurs assiettes. Ah, pourquoi on vient les embêter? Alors, et non, vous n'avez pas le problème du code des marchés publics, vous achetez ce que vous voulez. Oui, nous on est en liberté totale au niveau de nos achats. Vu qu'on est magasin indépendant, on a l'avantage de pouvoir choisir nos producteurs sans politique d'achat en fait. Et donc vous travaillez toujours avec les mêmes producteurs? Essentiellement oui. Après, il n'y a pas non plus une quantité astronomique de producteurs de fromage, par exemple de chèvre sur la région de Lyon. Il n'y en a pas 100 000. Et ils se développent grâce à vous? C'est comment? C'est eux qui vont vous faire des propositions ou c'est vous qui les incitez à se développer? Non, ils se développent parce qu'il y a une demande, il y a une forte demande. Parce que vous avez parlé d'une progression de 8%, donc je voudrais savoir un petit peu... En fait, c'est le nombre de personnes qui achètent bio de plus en plus. Et donc par rapport à la production, comment faites-vous? Parce que finalement, si vous n'avez pas... En fait, actuellement, on est toujours en dessous de ce qu'on produit. En fait, la consommation est tout le temps inférieure à la production sur la région Lyon, en tout cas. Ah, d'accord. Donc du coup, il y a encore du marché à prendre. Il y a encore la possibilité que des éleveurs s'installent, que des paysans s'installent. Il y a encore cette possibilité-là. Donc en Rhône-Alpes, on a plus de produits, on trouve sans trop de problèmes des produits bio ou en circuit court? Oui, en restauration collective, c'est vrai que ça dépend. En Rhône-Alpes, c'est quand même grand, donc ça dépend du département. Ah, c'est grand. Voilà. Oui, je ne savais pas que c'était Non, mais grand. vous avez en fait. C'est la plus belle région de France, c'est ça? Absolument. Oh, toi, je te jure. Oui, monsieur. En géographie, tu es incollable. En fonction du territoire donné, vous avez plus ou moins de disponibilité en tel ou tel produit. C'est ce que disait tout à l'heure mon collègue, c'est que en fait, il faut vraiment travailler avec les établissements pour leur dire, sur ce territoire, vous pouvez trouver tel type de produit en fonction de la saison, parce que c'est vraiment très important. Et du coup, concentrer vos achats bio sur ces types de produits. Donc vous bouleversez les règles économiques, c'est-à-dire que ce n'est pas le problème de la demande, c'est le problème de l'offre. Si on veut que... Ah, je vous ai dérouté là. Non, je savais, Maud, d'un moment donné. À un moment, il fallait y arriver. Voilà. Non, le problème, c'est que sur un territoire donné, avec les conditions du territoire, climatique, tout ça, il y a un type de production qu'on trouve. Et du coup, si on veut que les établissements s'approvisionnent en produits bio locaux à des prix qui sont possible pour eux, voilà, parce que c'est vrai qu'en restauration collective, les budgets sont assez restreints. Ils sont assez restreints, donc il faut leur proposer des produits qu'on trouve facilement sur le territoire et qui ont Mais alors il y a aussi le problème des quantités, parce que les carottes, c'est pas la restauration collective n'achète pas 2 carottes, c'est 2 tonnes de carottes, c'est ça? Comment on fait pour les trouver? Eh ben, on les trouve relativement facilement, c'est vrai que c'est souvent la question... Près des lapins. Auprès des lapins. Écoutez, bravo, vraiment je te sens en grande forme. Est-ce qu'on doit parler du lapin et des circuits courts? Là, c'était un court-circuit. Excusez-nous, on coupe, on fait une page de publicité. Maud, tu peux continuer. Hein? Maud était quand même beaucoup plus sérieuse que toi. Alors, où trouve-t-on des tonnes et des tonnes de carottes? Non, mais en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que la question à chaque fois, c'est de dire est-ce que vous aurez l'offre qui correspond à ma demande? Parce qu'on se dit la restauration collective, c'est des quantités astronomiques de produits. Et en fait, nous, on se rend compte quand on voit des établissements qu'il y a largement de quoi répondre à leurs demandes, en fait. Ça me désespère, les idées préconçues comme ça. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'en Aquitaine aussi, vous avez suffisamment de carottes et de lapins? Alors, sur l'Aquitaine, et là pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que globalement, la Restoco, c'est des gros volumes. Après, ramener à la commande et par établissement, c'est au contraire plutôt des tout petits volumes. Et donc, du coup, le problème logistique, il va plutôt être dans l'effet inverse, où, sauf exception des grosses cuisines centrales, type la ville de Bordeaux et Mérignac, qui ont une cuisine centrale qui sort 23 000 repas jour, et qui aujourd'hui, ils sont à 35% en bio. 35% en bio, et sur tout le bio qu'ils mettent en place, toute la viande, tous les légumes, tous les yaourts, etc., viennent d'Aquitaine.
Donc, Ah, du ça, coup, là, on peut répéter. bien. On peut répéter. Donc là, là-dessus, il y a tu vois, du 23 000 repas et 35% en bio. Ouais, voilà, en valeur d'achat, ouais. Ah oui. Et du coup, surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du bio all over the world, quoi. C'est du bio Oui. qui vient d'Aquitaine pour Parce qu'aujourd'hui, toute la viande. c'est the World Summit. Ouais, voilà, on est sur le World Summit du Syrah. On a hésité à le faire en anglais. On a hésité. Vous avez bien fait de prendre le français. Oui, non, c'est pas mal. J'aime Donc, bien du ton coup, anglais, ton donc, accent. Il y a des exemples comme ça de très grosses cuisines centrales sur lesquelles justement on arrive à travailler de manière très structurée avec eux parce que du coup on est capable de mettre en place des filières et des productions adaptées aux besoins de ces très grosses cuisines centrales. Après, sur les petits sites de restauration, c'est beaucoup plus complexe parce qu'une école communale qui va faire 50 ou 100 couverts par jour à livrer, ça va ramener par semaine quelques kilos de carottes pour reprendre des carottes. Et du coup, il y aura plus cher de logistique que de produits. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a un calendrier d'achat qui est mis en place sur des grosses structures et pas sur les petites, c'est ça? On sourit parce qu'il y a monsieur qui nous fait en photo là. Disons que sur les grosses structures, les fameux appels d'offres permettent de travailler donc sur du prévisionnel, par exemple sur Bordeaux à 6 mois pour certains types de produits et qui permettent justement de planifier des mises en production et de planifier des cultures. Après, sur des petites structures, on travaille beaucoup en Aquitaine sur des groupements d'achat. Du coup, des groupements d'achat départementaux, par exemple tous les collèges, tous les lycées de Gironde sont dans un seul groupement d'achat. Et du coup, ça permet ensuite de massifier les volumes et de pouvoir ensuite répondre avec une filière locale. D'accord. Tu es d'accord, Maude, avec ce qu'il vient de dire? Vous fonctionnez à peu près pareil. Les lycées rhône-alpins, est-ce qu'ils mangent des produits bio? Oui, alors en plus, les lycées rhône-alpins, la région Rhône-Alpes, elle s'est engagée dans un projet qui s'appelle Mon lycée mange bio. Et du coup, l'objectif, c'est d'accompagner les établissements à introduire des produits bio sous forme de plats ou sous forme d'introduction régulière. Et puis avec une partie sensibilisation des convives, ce dont on parlait tout à l'heure. Et à 35%, c'est ça? Non, en fait, il n'y a pas d'objectif chiffré. Attends, l'État en demande quand même. Ils ont évoqué. Ouais, voilà, 20%, ils ont demandé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup... 40% 20 bio, 20 bio, 20 local. Et du coup, nous, on essaye d'accompagner les lycées pour justement qu'ils augmentent leur approvisionnement en produits biolocaux. Et il y a une grande diversité de ce pourcentage. On a des lycées qui sont à 4-5%, d'autres qui sont à 23-24%. Et pourquoi il y a de telles différences? Tu crois que c'est... c'est par rapport au chef? Non, c'est pas ça. Il y a plein de critères qui font qu'il y a ces différences. C'est vrai qu'il y a l'établissement et puis les personnes qui sont impliquées. C'est qu'il y a aussi le territoire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en Rhône-Alpes, en passant d'un territoire à un autre, il y a une offre qui est complètement différente et du coup une logistique qui est aussi complètement différente, des plateformes sur certains territoires, pas de plateformes sur d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en Rhône-Alpes où c'est plus facile que d'autres? Ouais. Où est-ce que, par exemple, à Lyon, quand c'est une grosse ville, est-ce que oui, c'est relativement simple parce qu'il y a pas mal de producteurs qui sont présents et surtout qui sont aussi regroupés logistiquement en plateforme. Donc, les restaurants peuvent passer en direct ou via une plateforme. Donc, c'est relativement simple. Il y a des départements comme l'Ain où c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que tu sais, Bocuse, c'est en circuit court qu'il se fournit. Non? Sûrement. On faudra vérifier. Oui. On va vérifier ça. Et alors, les départements où c'est plus difficile en Rhône-Alpes, c'est quoi? C'est l'Ain, par exemple, parce que il y a de la production, mais pour l'instant, il n'y a pas de... La structuration est en train de se faire pour la restauration collective. Quoi. Vous avez entendu le jeu de mots, l'un ou l'autre. Vous soulignez l'humour de Karine ce matin. Extraordinaire, c'est vraiment des grands moments. Vous pouvez enregistrer, diffuser worldwide, ok? Bon, et on en est où là? On en est qu'il nous reste une petite minute pour conclure. Une petite minute. Voilà. Vous avez une petite conclusion, vous, l'homme spécialiste du grand public, de ces relations en circuit court? Par contre, je veux bien rebondir sur ce que tu avais dit. On a vraiment pas une parlait minute. de lapin tout à l'heure, c'est pour ça. C'est qu'on ne fait pas suffisamment appel à la saisonnalité des produits. Et on a été très souvent habitué à consommer des tomates n'importe quand dans l'année, des fraises n'importe quand dans l'année, alors qu'il y a une saison pour tous les produits. Oui. C'est assez dur de faire comprendre aux gens que des tomates, on ne peut pas en avoir en hiver. Nous, on a cette problématique-là énormément dans nos magasins. Ah oui, donc en fait, on a un problème d'éducation alimentaire, je suis d'accord. Et là, la restauration collective s'efforce de développer ça auprès des enfants qui sont des prescripteurs pour les parents. C'est ça. Tu veux ajouter quelque chose, Antoine? Tu as 20 secondes. C'est en lien, c'est que le dernier point dont on n'a pas parlé, c'est la partie sensibilisation des convives. Du coup. Et oui, c'est ça, la communication. Voilà. Et du coup, avec l'objectif qui est
de permettre aux futurs consommateurs adultes, actuellement en école, primaire, maternelle, collège, etc., d'être au courant du pourquoi ils ont ce genre de type de produit. Parce qu'une fois que les chefs cuisiniers, les gestionnaires, etc., vont avoir travaillé pour mettre en place des produits de qualité, des produits bio, des produits locaux dans leur service de restauration, il faut derrière que les élèves soient au courant du pourquoi ils mettent ça et quels sont les efforts qui ont été mis en place derrière. Voilà, donc c'est aussi ce volet sensibilisation qui est hyper important et qui ensuite permettra à des magasins spécialisés et à toute la filière bio de développer ces marchés. Tu comprends pourquoi je ramène pas ma fraise en hiver? Parce que tu la ramènes suffisamment en c'est été. Moyen. Ah oui, c'est ça. Ah, tu connais toi la saisonnalité bah des oui, produits. Mais évidemment. Ah, mais en fait, toi, tu es une spécialiste de la cuisine. Bah oui, tu sais que je fais des duplex depuis Rungis, moi, mon brave monsieur. Vrai. Et j'essaye d'éduquer le téléspectateur. On mange pas tout le temps, y compris les fromages ont une saisonnalité également. Voilà. Et Voilà. sur quelle chaîne télévisuelle fais-tu? Non, écoute, on n'est pas là pour on n'est pas là pour voilà. parler de toi. Non, mais bon. Non, mais c'était. Vous avez pas de questions. Là, il téléphone directement au grand décideur, au producteur. Voilà. On a fait le tour de la question? Eh ben, il me semble. Ah, il écoutez, ne me ils ont reste été plus qu'à super. vous Mais vraiment, là, on remercier. avait un Vraiment. plateau extraordinaire. Ah oui, Ah de ouais très très haute Ah oui, non, volée. mais attends, et puis il a fait un grand voyage. Hein. Oui. Il a un visa de 24 heures en Rhône-Alpes. Bon, on va le laisser partir. Bon, eh Bon, bien. c'était la dernière table ronde. Ah bon? Je sais même pas quand est-ce qu'on se Bon, revoit. on va se revoir. On va se revoir. Bah, bien sûr. Bon, merci d'être venu. Hein. Mais avec grand plaisir. On va se quitter avec des images gourmandes, celles de la Coupe du Monde de pâtisserie. Et vous le savez, l'Italie est donc championne du monde. Waouh!